Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode numéro 96 du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation sans gluten et végétarienne, et je vais vous dévoiler un petit peu une journée dans mon assiette sans gluten et végétarienne. Je fais cet épisode parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, suite à mon épisode bilan et mon épisode sur l'endométriose notamment, où je vous ai expliqué que j'ai arrêté le gluten il y a maintenant quelques mois, et vous étiez plusieurs à me dire du coup tu manges quoi, ça ressemble à quoi une journée dans ton assiette sans gluten, et je précise du coup que ce sera aussi végétarien puisque je suis végétarienne. Donc là l'idée, on va plus se focaliser sur le sans gluten. L'idée, c'est plus de vous expliquer justement le résumé d'une journée dans mon assiette sans gluten. Puis ensuite, je vous donnerai un peu mes astuces pour rendre les assiettes un petit peu plus fun sans avoir besoin forcément de cuisiner. Et je vous dirai enfin, est-ce qu'il a été difficile pour moi d'arrêter le gluten ou pas et les bénéfices que j'en ai tirés. Je précise via cet épisode que l'objectif n'est pas de dire tout le monde devrait absolument arrêter le gluten, il faut absolument manger sans gluten et c'est la meilleure chose à faire. Si vous vous demandez est-ce que tout le monde doit arrêter le gluten ou pas, je vous renvoie à l'épisode précédent qui est l'épisode idées reçues numéro 14 dans lequel je vous explique justement est-ce que je pense que tout le monde devrait arrêter le gluten ou pas. Comme ça vous aurez plus de précision. Donc personnellement, effectivement, j'ai arrêté le gluten en septembre suite à un diagnostic d'endométriose. Et comme je vous expliquais dans l'épisode dédié à l'endométriose et aux choses à faire pour diminuer les symptômes, arrêter le gluten, c'est quand même une des choses qui revient particulièrement. En fait, c'est simplement le fait d'adopter une alimentation plutôt anti-inflammatoire. Or, le gluten est plutôt inflammatoire. Donc effectivement, j'ai arrêté le gluten en septembre. Donc je vous expliquerai un petit peu plus en détail à la fin de l'épisode, est-ce que ça a été difficile ou comment ça s'est passé pour moi. Mais déjà pour vous raconter un petit peu le contexte, honnêtement, je me rends compte que j'ai assez peu changé mes assiettes parce que dans le sens où je mangeais déjà quand même majoritairement du fait maison, je mange assez peu de produits transformés et encore moins de produits ultra transformés. Par ultra transformés, j'entends vraiment des produits hyper industriels où dans la liste des ingrédients, il y a des choses qu'on ne peut même pas prononcer tellement elles sont compliquées. Donc ça, j'en mange quasiment pas. Je dirais pas que j'en mange jamais parce que ça peut m'arriver, mais voilà, c'est vraiment, ça fait pas du tout partie de mon alimentation quotidienne. Je mange majoritairement des aliments bruts, faits maison ou peu transformés, mais et je mangeais assez peu finalement de pâtes et de pain. C'est-à-dire que j'en mangeais, mais pas tous les jours et plutôt le week-end. C'était en fait déjà, de par ma formation en naturopathie et de par tout ce que je connais aussi du gluten notamment, j'avais essayé de limiter, on va dire, ma consommation. Donc c'est vrai que j'avais tendance à en consommer plus pendant le week-end et parfois de temps en temps dans la semaine. Mais je préviens quand même de ça pour dire que effectivement c'était pas la base de mon alimentation. Alors que je sais que chez certaines personnes, le pain et les pâtes, c'est vraiment la base et limite l'alimentation est construite autour de ça. Bon pour le coup, moi c'était pas le cas. Donc forcément, ça m'a facilité les choses puisque j'ai assez peu finalement changé mes assiettes. Donc, avant de vous donner vraiment le contenu d'une journée dans mon assiette, voyons un petit peu comment je construis mes journées. C'est souvent ce que je demande à mes clients en consultation. C'est plutôt que de leur dire qu'est-ce que vous mangez, je leur dis comment vous construisez votre journée et est-ce que déjà il y a une idée de construction de la journée. Parce que parfois quand je demande ça, les gens me regardent avec des yeux un peu écarquillés en me disant mais comment je construis mon alimentation. Et du coup je leur précise, je leur dis c'est quoi les réflexes que vous avez. Est-ce que vous vous dites par exemple
le matin en général je fais attention d'avoir suffisamment de ça, le midi suffisamment de ça, etc. Ou est-ce que c'est un petit peu en freestyle? Et il y en a beaucoup effectivement qui me disent bah non, je réfléchis pas du tout à ça en fait, je construis pas du tout ma journée sur l'alimentation. Donc c'est un point important aussi et peut-être que ça mériterait un épisode entier de podcast, mais moi je trouve que c'est important d'avoir une logique pas seulement sur un repas mais vraiment sur une journée, puisque l'équilibre alimentaire il va pas se faire que sur un repas, il va se faire aussi sur la journée, voire sur la semaine. Mais voilà, du coup l'idée c'est plus de vous dire quel est un peu moi l'objectif de ma journée. Donc effectivement la base c'est que c'est une alimentation qui est végétarienne, donc je ne mange pas de viande, pas de poisson. En revanche je mange des œufs et des produits laitiers. Plutôt de brebis et de chèvres d'ailleurs, je précise ça juste, j'en parle dans l'épisode sur l'endométriose notamment, mais effectivement j'évite au maximum le lait de vache, parce qu'il est plus pro-inflammatoire on va dire, que le lait de brebis et de chèvre. L'idée aussi de mon objectif de journée, c'est de me faire un petit déjeuner protéiné, d'avoir aussi suffisamment de protéines sur la journée, de faire une belle part aux légumes. Au niveau des féculents, il y en a quasiment à tous les repas, mais il y en a juste assez et pas trop. C'est-à-dire que je ne base pas mon alimentation sur un féculent et ensuite qu'est-ce que je rajoute par-dessus. Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je base sur qu'est-ce que je mets comme légumes. Ensuite, une fois que j'ai mes légumes, je rajoute une protéine, et ensuite, s'il reste de la place et si j'ai faim, etc., je rajoute un féculent. Je suis pas du tout anti-féculent, hein, c'est pas du tout ça, c'est juste que, personnellement, je me rends compte que j'avais tendance à en manger beaucoup trop, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi, et en fait, le fait de manger trop de féculents, ça fait après des gros coups de barre dans la journée, ça fait trop de... Finalement, les féculents se transforment en sucre, hein, au final. Donc voilà, moi j'ai vraiment réduit la part de féculents que je consomme, et... pour en avoir quand même assez, c'est important d'en manger suffisamment, selon ses besoins aussi, mais je fais attention à ce que ce soit pas la grosse majorité de mon assiette. Et puis aussi un autre objectif un peu de la journée, ou en tout cas ma base d'alimentation, comme je vous l'ai dit, c'est le moins possible d'aliments transformés. Donc voilà un petit peu comment je construis ma journée. Et puis il y a aussi le fait que... si par exemple, pour une raison ou pour une autre, le matin j'ai mangé un peu moins de protéines parce que j'avais pas la possibilité ou j'avais pas très faim ou voilà, ben je vais aussi répercuter tout ça sur le reste de ma journée. Alors que si je sais que par exemple j'ai mangé plein de protéines le matin, le midi et voire à la collation, si je prends un petit goûter, ce qui arrive quand même assez souvent, bah le soir je peux me dire bon bah là je peux y aller un peu plus mollo sur les protéines, j'ai eu mon quota de la journée donc c'est bon. À l'inverse, si je sais que j'en ai pas beaucoup mangé le matin, le midi, pour X raisons, bah le soir je vais faire attention à avoir suffisamment de protéines. L'idée c'est pas de se gaver non plus de protéines, mais c'est vraiment d'en avoir suffisamment parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne consomment pas assez de protéines et particulièrement chez les femmes. Donc ça c'est un point qui est vraiment important et sur lequel je fais très attention maintenant et je sens vraiment la différence en termes d'énergie, en termes de satiété, c'est assez radical. Ceci étant dit, passons maintenant au vrai contenu de mon assiette. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Alors, en général, le matin, c'est assez souvent la même chose, même si parfois je varie un petit peu. Je vais vous donner aussi la petite variation qui peut se passer sur mon petit déjeuner. Mais globalement, ce qui revient vraiment le plus souvent, c'est une base avec des œufs. Donc en général, 1 ou 2 selon mon appétit. Si j'ai faim, mais pas trop, et si j'ai pas fait de sport avant, bah ça peut être un œuf. Si vraiment j'ai faim et ou que j'ai fait beaucoup de sport avant, si je suis allée au CrossFit par exemple, dans ces cas-là, je me fais 2 œufs. Idéalement, les œufs, j'essaie de les choisir surtout de la filière bleu blanc cœur, qui est une filière en fait dans laquelle les poules sont nourries majoritairement aux graines de lin, donc les œufs sont plus riches en oméga 3 que dans les filières classiques et même certaines filières bio. Les poules sont pas forcément nourries aux graines de lin, donc c'est pour ça que j'essaie de choisir les œufs de la filière bleu blanc cœur. Le problème c'est que parfois c'est pas forcément du bio, donc c'est pas forcément des poules élevées en plein air, enfin... C'est pas toujours évident, mais en tout cas, comme je sais, en plus, vu les analyses que j'ai fait, dont je vous parlais dans un épisode précédent, eh bien je sais que je manque d'oméga 3. Donc je me dis, bah autant essayer d'en apporter le plus possible dans l'alimentation, étant donné que je ne mange pas de petits poissons gras, puisque c'est les aliments qui contiennent le plus d'oméga 3, je maximise mes apports en essayant d'en avoir le plus possible dans les œufs, même si je me supplémente en plus avec des gélules d'oméga 3. Donc voilà, les œufs idéalement filière bleu blanc cœur et que je cuis si possible en gardant le jaune le moins cuit possible pour que les oméga 3 restent les plus bruts possibles. Donc pour ça le mieux c'est soit des œufs à la coque, soit des œufs sur le plat où on fait attention de bien cuire le blanc mais de laisser le jaune encore coulant.
ou alors ça peut être des œufs mollets par exemple, ou voilà. Donc j'avoue qu'avant j'avais tendance à faire plutôt des œufs brouillés, parce que je trouve que c'est assez facile, ça va très très vite, mais du coup c'est un peu, alors c'est mieux que rien, hein, c'est déjà très bien, mais c'est un peu dommage, surtout si on prend des œufs de la filière bleu blanc cœur, où le jaune est très riche en oméga 3, c'est un peu dommage de cuire autant le jaune, puisque du coup les oméga 3 étant très sensibles à la chaleur, ils risquent d'être quand même bien détériorés par la cuisson en œufs brouillés. Donc voilà, quand je prends des œufs filière bleu blanc cœur, je fais particulièrement attention à ça, à garder le jaune le plus cru possible, donc le plus coulant possible, pour avoir tous les bons oméga 3. Qu'est-ce que je rajoute à ça? En général, je rajoute 1 ou 2 tranches de soit du pain sans gluten, donc soit venant de la boulangerie. Alors moi, je prends toujours dans une boulangerie bio qui fait son pain au levain. Ça, c'est hyper important, parce que si je prenais du pain, par exemple, du pain sans gluten de supermarché ou même de magasin bio, mais vous savez, les pains qui sont sous vide, en général, quand vous regardez la liste des ingrédients, ça fait peur, parce qu'en fait finalement la farine de blé est simplement remplacée par des amidons, l'amidon de riz, amidon de maïs, etc. Et c'est des choses qui ont un index glycémique hyper élevé, qui ont très peu d'intérêt pour la santé, et en général ils rajoutent plein d'additifs pour simuler un peu le gluten, pour faire en sorte que le pain se tienne, puisque le gluten, dans le mot gluten il y a le mot glu, et le gluten c'est justement ce qui fait que la farine de blé va tenir, en fait, le pain va se tenir, va être solide, alors qu'effectivement souvent les aliments sans gluten, notamment les pains sans gluten, sont un peu plus friables, parce que comme il n'y a pas de gluten, il n'y a pas cette glu qui fait que les choses vont se tenir. C'est un peu le ciment, quoi, vous voyez, le gluten. Mais du coup, vous voyez ce que ça peut faire aussi dans les intestins. Donc soit c'est un pain de boulangerie bio, fait en général à base de farine de riz complet, à base de farine, qu'est-ce qu'ils mettent aussi, farine de sarrasin, farine de châtaigne, etc. Ou soit c'est un petit pain fait maison au sarrasin. J'ai découvert une recette il y a pas longtemps, grâce à mon amie Florence. D'ailleurs, si tu passes par là, Florence, je te fais un bisou. Et je vous remettrai, si vous voulez, la recette en description de cet épisode, pour faire soi-même un pain fait maison au sarrasin à base de graines de sarrasin, à la base. Donc c'est même pas de la farine de sarrasin, c'est vraiment les graines entières. Et voilà, c'est assez facile à faire, c'est juste que ça prend un peu de temps, parce qu'il faut laisser lever, en fait on crée quasiment un levain de sarrasin. Mais voilà, j'ai testé ça, c'est assez révolutionnaire pour moi. Et donc voilà, ça peut être ça. En sachant qu'en général, le pain par exemple de la boulangerie, j'essaie plutôt de le garder pour le week-end. J'essaie de pas en manger non plus tous les jours, parce que même si c'est des farines de riz complet, etc., ça reste quand même des farines qui ont plutôt un index glycémique potentiellement assez élevé. Et puis voilà, je me dis, l'idée c'est pas non plus de baser tout sur du pain. Donc en général c'est plus le week-end, et s'il m'en reste un petit peu, je le finis en début de semaine. Par contre le pain fait maison au sarrasin, ça je peux plus facilement en manger tous les jours, parce que le sarrasin je sais que ça a plutôt un index glycémique plus faible. Pour le coup là c'est moi qui ai fait le pain, je sais ce qu'il y a dedans absolument, et voilà, donc ça peut arriver effectivement que si je fais un pain le week-end, j'en ai pour toute la semaine. Donc soit ça, 1 ou 2 tranches, soit ça peut être des cracottes du pain des fleurs. Alors je suis pas hyper fan des cracottes de pain des fleurs, dans le sens où ça reste des céréales soufflées. Pour donner cet aspect de cracotte, en fait les céréales utilisées vont être soufflées. Souvent c'est des céréales, c'est plutôt du riz, la base en général c'est ça, dans lequel ils rajoutent d'autres choses selon les déclinaisons, on va dire, de pain des fleurs. Il peut y en avoir au sarrasin, au quinoa, à la châtaigne, etc. Mais la base en général ça reste du riz, qui finalement est soufflé pour faire cet état de cracotte. Donc au niveau index glycémique, c'est pas génial, puisque le fait de souffler la céréale, ça va vraiment faire exploser son index glycémique. Donc voilà, honnêtement, je suis pas hyper fan, mais j'avoue que ça a l'avantage effectivement d'être sans gluten. C'est hyper facile, parce que ça se conserve très longtemps, ça se garde, voilà, c'est de trucs un peu faciles à avoir dans ces placards. Donc de temps en temps, j'avoue que j'en utilise, ça remplace bien le pain, et voilà. Et l'important c'est que je m'enfile pas une dizaine de cracottes. En général, j'en mange 2, 3 grands maximum si vraiment j'ai faim. Et voilà. Donc c'est pour ça que je sais qu'en naturopathie, souvent on conseille beaucoup le pain des fleurs. Moi, perso, j'ai jamais été très fan pour cette raison-là. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est sans gluten, et ça, c'est super, et ça permet de réduire le gluten, mais si ça devient un peu la base de l'alimentation, ça reste quand même des cracottes, donc des choses soufflées, donc c'est pas l'idéal. Mais bon, voilà, je suis transparente avec vous, je vous dis vraiment ce qu'il y a dans mon assiette, et je vous dis ça aussi pour vous dire, des fois, oui, c'est pas forcément parfait, mais bon, c'est pas grave, je ne culpabilise pas non plus toute la journée parce que j'ai mangé des cracottes pain des fleurs, et c'est ok, quoi. Je me dis, l'idée, c'est surtout de varier, en fait, chaque matin,
matin je varie un petit peu entre les cracottes pain des fleurs, le pain, etc. J'essaye de varier au maximum et globalement tout se passe bien. Ensuite, qu'est-ce que je rajoute à ça? Donc la base, on a dit des œufs, 1 ou 2 tranches de pain. Qu'est-ce que je mets sur mon pain du coup? En général, c'est du fromage frais de brebis ou de chèvre. Vous savez, les petits fromages frais, voilà, je sais pas trop comment vous dire, vous l'expliquer autrement, je ne vais pas citer de marque. Et évidemment, tout ça, je les prends bio, hein. Je précise quand même, mais voilà, pour moi, 90% de mon alimentation est bio, donc tout ça, c'est bio, effectivement. Et donc voilà, un petit fromage frais de brebis ou de chèvre, ça a l'avantage de pas être trop gras et d'être quand même assez riche en protéines. Donc voilà, c'est assez frais en plus le matin, ça passe bien, c'est pas trop fort en goût, même si bon, moi le matin, je peux quand même manger des trucs un peu fort, ça me dérange pas trop, mais bon là c'est quand même plus agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu mon assiette classique en général. Et parfois je rajoute quelques noix du Brésil pour avoir un petit apport en sélénium, même si je n'en manque pas, parce que j'ai fait des analyses effectivement dernièrement qui montraient que je manquais pas de sélénium. Mais le sélénium, c'est toujours bien d'en apporter un petit peu de temps en temps, et quand on peut le trouver dans l'alimentation, c'est encore mieux. Donc voilà, l'équivalent de, en général, 2 ou 3 noix du Brésil par jour, et vous avez votre quota de sélénium. Et donc ça, voilà, ça c'est vraiment la base de mon petit déjeuner. Et si jamais j'ai fait une grosse séance de sport, ou si vraiment j'ai hyper faim le matin, et que je sais que par exemple je vais déjeuner un petit peu tard, et qu'il faut que je tienne un peu plus longtemps, je peux parfois me rajouter un shaker de protéines. Donc c'est-à-dire je prends des protéines en poudre, de riz et de pois. En général, moi j'ai un mélange comme ça, que je mélange avec du lait végétal. Et voilà, ça me fait un petit shaker de protéines. Parfois je peux rajouter du cacao cru, enfin du cacao, oui, vraiment de la poudre de cacao cru, donc non sucré aussi et cru. Je peux rajouter aussi de la maca, par exemple, qui donne un petit goût un petit peu acidulé. Et, c'est un peu un booster aussi, la maca, ça donne un peu plus d'énergie. Donc voilà, donc en fonction, je me fais ça. Mais ça, c'est pas du tout tous les jours, c'est vraiment en fonction de mon sport, mon appétit, etc., etc. Donc voilà pour le matin. Et en général, quand je mange ça, honnêtement, je suis bien calée jusqu'au déjeuner sans trop de soucis, hein. En général, ça tient bien. C'est rare que j'ai faim dans la matinée si j'ai bien pris ce petit déjeuner-là, effectivement. Ensuite, on arrive au midi. Alors le midi, qu'est-ce que je mange en général? La moitié de l'assiette, j'essaye au maximum que ce soit des légumes. Donc ça, c'est l'idéal. Je vous avoue que c'est pas forcément le cas tous les jours, parce que ça dépend de ce que j'ai dans mon frigo, si je mange à l'extérieur, voilà, si je suis invitée, etc. Mais globalement, mon réflexe, c'est le midi, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Ça peut être cru ou cuit. En général, moi, j'essaie de mixer un peu les deux. C'est-à-dire que selon les saisons, je me fais une petite part de crudité. Ça peut être des carottes râpées, je sais pas, de la betterave, des tomates en été. En hiver, ça peut être de la salade, par exemple. Et donc ça, c'est une petite quantité de cru en général que je mets, on va dire... même pas la moitié, quoi, vraiment moins de la moitié, et puis le reste des légumes cuits en fonction de la saison. Ça peut aussi être de la soupe, enfin voilà, peu importe le format des légumes, mais l'idée c'est qu'il y ait la moitié de l'assiette qui soit des légumes. Ensuite, un quart de l'assiette, ce sera des protéines, donc végétariennes. Donc en général, moi, c'est soit des légumineuses ou du tofu, ou ça peut être 1 ou 2 œufs si j'en ai pas mangé le matin. Si par exemple, j'ai mangé autre chose, ou si j'ai mangé que un œuf le matin et que j'ai envie d'en remanger un le midi, je me le fais aussi. Bon, c'est assez rare, en général, j'avoue que c'est plutôt légumineuse ou tofu, mais voilà. Donc ça, on est la moitié de l'assiette plus le quart, il nous reste le dernier quart, et là, ce sera justement des féculents sans gluten. Donc en général, ça peut être quoi? Ça peut être du sarrasin, du riz, du millet, ça peut être des pâtes sans gluten ou des pâtes de légumineuses qui du coup sont intéressantes parce que ça ramène en plus des protéines. Pour le coup, c'est pas tellement un féculent en soi, c'est-à-dire qu'il y a quand même des glucides dans les légumineuses, donc ça fait un peu office de mi-féculent, mi-protéine. Mais voilà, globalement, ça peut être ça. Donc par exemple, à quoi ça peut ressembler aussi? Donc soit ça peut être vraiment des choses assez peu cuisinées, c'est-à-dire effectivement des légumes, une protéine et un féculent sur lequel je rajoute éventuellement quelques petites choses, dont je vais vous parler juste après. Ou soit ça peut être carrément, ça peut être un dalle de lentilles par exemple, vous voyez, où du coup là j'ai les légumineuses, donc ça peut être le dalle de lentilles avec un petit peu de riz pour justement accompagner, faire les féculents, plus de la salade par exemple. Là comme ça j'ai à peu près mon assiette de la moitié de salade, un quart de dalle de lentilles, un quart de riz, ou dans ces cas-là je vais plutôt faire 2 tiers de dalle de lentilles et 1 tiers de riz, puisque dans le dalle de lentilles, il y a aussi des féculents. Donc vous voyez, du coup, j'adapte un petit peu comme ça. Tout ça, c'est un peu au feeling, hein, je vous dis ça, mais je suis pas en train de peser les choses, je suis pas en train de mesurer mon assiette au centimètre près, pas du tout. C'est vraiment, je vous donne un peu mes réflexes, comment je construis un peu mon assiette, mais voilà, je garde quand même un peu de souplesse, hein. L'idée, c'est pas non plus de devenir psychorigide par rapport à ça.
Donc voilà un petit peu mon assiette du midi. Et parfois je prends un dessert, parfois pas, ça dépend vraiment de mon appétit. Si je prends un dessert, en général c'est un yaourt végétal, soit un yaourt végétal nature, c'est-à-dire vraiment brut, sans sucre, souvent c'est du yaourt de soja ou du yaourt de coco ou yaourt d'amande, etc. Dans lequel soit je peux rajouter de la compote par exemple, un petit peu pour sucrer un peu le yaourt, soit je peux rajouter des fèves de cacao, un peu de purée de noisettes, voilà, ça peut être... selon mes envies, ça peut être ça. Et ça peut être aussi un petit carré de chocolat noir évidemment, ça j'avoue que c'est un peu mon petit dessert favori, le petit carré de chocolat noir. Donc voilà un petit peu pour le midi. Et je me rends compte que je vous ai pas donné l'option le matin quand je mange pas effectivement mon petit déjeuner classique. Alors du coup, je reviens en arrière sur le matin. Le matin, effectivement, ce que je peux faire parfois, c'est me faire une espèce de gros pancake un peu protéiné, c'est-à-dire que je mets un œuf entier plus un blanc d'œuf et ensuite je mets un petit peu de farine. Souvent, moi, c'est de la farine de patate douce que je mets parce qu'elle a un petit goût un peu sucré que j'aime bien. Bon, c'est assez particulier, donc en général, soit on aime pas. Donc je mélange tout ça. Je crois qu'en termes de farine, ça doit être 35 grammes, un truc comme ça. Vous pouvez facilement trouver des recettes d'espèces de galettes protéinées comme ça. Donc c'est hyper simple, je mélange ça, je fais cuire à la poêle, ça me fait un gros pancake. Et ensuite par-dessus je mets de la purée de noisettes ou de la purée d'amande. J'aime bien mettre des myrtilles surgelées par exemple, qui du coup vont se réchauffer avec la chaleur du pancake et du coup vont se décongeler un peu naturellement comme ça. Voilà, ça peut être des fèves de cacao aussi, du cacao cru, un peu tout ce qui nous fait envie. Et du coup ça c'est intéressant aussi parce que c'est peut-être plus facile à faire, plus rapide et ça a un côté presque un peu sucré, même si finalement il n'y a pas de sucre. Mais le fait de manger un pancake et tout, ça fait un peu plus comme si on mangeait un petit déjeuner sucré. Donc ça peut être aussi une bonne idée. Du coup tout ça c'est sans gluten. Moi je mets farine de patate douce, mais on peut mettre farine de sarrasin ou un mix de farine sans gluten. Voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et voilà, ça fait une option qui est assez sympa si c'est compliqué pour vous de manger plutôt salé le matin. On revient donc, le midi c'est bon, c'est fait. Maintenant le goûter. Alors le goûter, c'est pas non plus tous les jours, mais c'est quand même assez souvent parce que déjà c'est un moment que j'aime bien en général. Souvent j'ai quand même un bon petit creux qui arrive. Et puis je sais aussi que prendre un bon petit goûter, ça peut aussi favoriser le sommeil. Ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Donc voilà, par contre si j'ai vraiment pas faim, je me force pas non plus, hein. L'idée c'est pas de manger si on n'a pas faim. Donc qu'est-ce que je mange en général au goûter? Souvent c'est un fruit, en général c'est un peu la base, donc en fonction de la saison. Là en ce moment on est en hiver, donc ça va plutôt être une pomme ou deux clémentines ou un kaki, voilà, ou une poire, des choses comme ça. Et auquel je rajoute en général des oléagineux et du chocolat noir. Ça c'est un peu le goûter facile que je peux manger au bureau par exemple, parce que je peux l'emmener facilement avec moi. Donc voilà, comme ça je grignote un petit peu ça au goûter. Ou ça peut être aussi parfois soit des biscuits, donc là pour le coup des biscuits industriels, hein. Bon j'avoue que ça m'arrive assez rarement parce que j'ai du mal à trouver des biscuits qui ne sont pas bourrés de sucre. Autant des biscuits sans gluten maintenant on en trouve assez facilement en magasin bio par exemple, mais souvent ils sont bourrés de sucre et moi j'ai pas envie de manger autant de sucre. Donc voilà, quand j'arrive à trouver des biscuits pas trop sucrés, bon bah là je me fais un petit plaisir, mais sinon ça peut aussi être des barres faites maison. Donc ça voilà, ça peut aussi être des barres, vous savez un peu les barres crues qu'on fait à base de flocons d'avoine, beurre de cacahuète, nappé de chocolat noir par exemple, ça peut être aussi des choses comme ça permet d'avoir un goûter qui est assez sain, qui est assez protéiné, avec du bon gras et qui du coup évite de manger des trucs trop industriels et trop traficotés. Donc voilà pour le goûter. Ensuite on arrive au dîner, et en général mon dîner honnêtement il est à peu près construit comme le midi. La seule différence, c'est que le soir, je vais peut-être faire plus de place aux féculents parce que effectivement, les féculents vont favoriser le sommeil. Ça, je vous l'expliquais aussi dans d'autres épisodes. Je pense que c'était dans l'épisode Une journée dans mon assiette, donc classique, pas sans gluten, mais qui vous verrez ressemble plutôt à celle-ci. Donc effectivement, le fait d'avoir un peu plus de féculents le soir, ça peut être intéressant pour favoriser le sommeil justement, puisque au niveau hormonal et au niveau des neurotransmetteurs, il se passe pas mal de choses. Donc c'est pour ça aussi que j'en mange pas trop le midi, parce que je sais que si je me fais une grosse assiette de féculents le midi, clairement je pique du nez après toute l'après-midi. Donc voilà, le soir, ça va plus être peut-être un peu plus de féculents, toujours autant de légumes si possible, et peut-être un peu moins de protéines si effectivement j'en ai eu assez dans ma journée. Encore une fois, comme je vous disais, j'équilibre. Si je sens que j'en ai pas eu assez, bon bah je vais quand même en consommer pas mal le soir. Voilà, vraiment j'adapte en fonction
de l'équilibre du reste de la journée. Donc à quoi ça peut ressembler le soir par exemple? Ça peut être, pourquoi pas, des pâtes sans gluten, plutôt à base de céréales les plus complètes, ou voilà, je vais éviter, je sais pas, les pâtes sans gluten faites à base de riz blanc et de maïs par exemple, ça a quand même un index glycémique pas mal élevé. Donc idéalement plutôt des pâtes sans gluten, avec par exemple des haricots verts et des légumineuses et du pesto. Par exemple, vous voyez, je peux me faire un bon plat de pâtes comme ça, mais dans lequel je vais rajouter une grosse portion de haricots verts, une petite portion de légumineuses pour avoir un peu de protéines, et puis une bonne sauce comme le pesto par exemple, pour avoir quand même de la gourmandise. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble un peu ma journée. Par rapport au dessert le soir, j'en prends plus rarement. En général, le soir, j'ai pas forcément hyper faim après mon plat, et voilà, donc si j'en prends, ce sera comme le midi à peu près, mais j'avoue que c'est plus rare. Sauf le petit carré chocolat noir, celui-ci, j'avoue qu'il revient quand même assez souvent. Donc voilà déjà un peu pour une journée dans mon assiette sans gluten. Vous voyez que finalement, bon, moi par rapport à la base de mon alimentation, effectivement, ça reste assez cohérent, assez facile. À vous effectivement d'adapter si jamais vous voulez diminuer le gluten. Effectivement, il faudra voir si ça fait un gros changement radical dans votre assiette ou pas. Maintenant, je voulais vous donner des petites astuces un peu pour rendre les assiettes plus fun sans trop de cuisine, parce que je sais que parfois on n'a pas le temps ou parfois on n'a pas envie. Et du coup, on se retrouve aussi parfois devant des assiettes qui sont un peu insipides, dans lesquelles on se dit, bah là, ça me fait pas trop rêver, quoi. Il y a ce qu'il faut, hein, il y a des légumes, des féculents, des protéines, mais bon, c'est pas très fun. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mise vraiment sur les sauces et sur les différentes saveurs. Par exemple, ce que j'aime bien faire, le plus rapide en général, et ce qui marche avec beaucoup de choses, c'est une petite sauce à base de tahini, donc de la purée de sésame. L'idée, c'est vraiment de trouver un bon tahini, parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences entre les différents tahinis disponibles sur le marché. Et l'idée, c'est vraiment de trouver le tahini qui va vous plaire à vous. Ça, c'est très différent selon les personnes, mais moi, j'ai réussi à en trouver un qui est assez liquide, qui est vraiment mais trop bon. Et voilà, du coup, c'est mon petit tahini chouchou. Et en général, soit je mets directement juste du tahini sur mes plats, notamment sur les légumes, je trouve que ça se marie assez bien avec, ou alors on peut le mélanger avec un petit peu de quelque chose d'un peu acide pour contrebalancer l'effet un peu gras du tahini. Donc ça peut être avec du jus de citron, avec du vinaigre de cidre, etc. Voilà, ça moi j'aime bien faire ça, c'est une bonne idée je trouve de sauce qui rajoute un peu de bon gras, un peu de protéines, voilà, ça fait toujours du bien. Mais on peut aussi varier effectivement au niveau des sauces et des saveurs. On peut rajouter des légumes lactofermentés par exemple pour rajouter un petit peu d'acidité, un peu de croquant. On peut rajouter du vinaigre de cidre qui est intéressant pour la glycémie mais aussi pour le côté rapporter un peu d'acidité au plat. Ça peut vraiment changer tout un plat, alors faut pas en mettre trop quand même. On peut mettre du lait de coco aussi, ça marche super bien avec des légumes, des légumineuses. Vous pouvez vous faire un peu une espèce de curry de légumes ou un dalle de lentilles ou autre. En général, voilà, ça c'est des choses quand même assez faciles à utiliser et qui fonctionnent bien. Donc n'hésitez pas à utiliser, quand je dis tahini, ça peut aussi être n'importe quelle autre purée d'oléagineux, hein. Ça peut être purée de noisettes, purée d'amandes, purée de cajou, ce qui vous fait plaisir. Mais voilà, ça peut être l'occasion de vous faire une petite sauce. Surtout que ça, vous pouvez aussi vous faire un petit bocal de sauce et en avoir assez pour la semaine par exemple. Si vous le gardez au frigo, normalement ça devrait bien se conserver et vous pouvez l'avoir tout prêt à utiliser et c'est quand même plus sympa. Donc il y a ça déjà au niveau sauce et différentes saveurs, n'hésitez pas à jouer avec l'acide, le salé, le sucré, etc. Et puis moi ce que j'aime bien faire aussi c'est de rajouter des graines de tournesol et des graines de courge pour ajouter un petit peu de croquant, un petit peu de protéines, voilà, ça apporte aussi pas mal de choses. Vous pouvez aussi ajouter des graines germées, par exemple, pour le côté frais, le côté cru, voilà, c'est toujours intéressant, ou d'autres graines qui vous font plaisir. Mais il faut pas hésiter à rajouter des choses en fait sur ces plats, c'est un peu la magie des toppings, vous voyez, où on peut rajouter plein de choses, même de la spiruline en paillettes si vous aimez ça, ça rajoute un peu de croquant, une saveur un peu différente. Faut pas hésiter à rendre ces plats un petit peu plus fun pour aussi qu'on ait envie de les manger. Maintenant, dernière partie de ce podcast, est-ce que arrêter le gluten a été facile pour moi? Eh bien, je vous ai déjà un petit peu spoilé en début d'épisode, mais honnêtement, ça a été bien plus facile que ce que je pensais. Parce que déjà, je me suis rendu compte que effectivement, il existait plein d'alternatives sympas au sans gluten, en évitant au maximum l'ultra transformé. Parce que c'est un peu le problème, c'est quand on passe au sans gluten, on peut vite passer à des aliments vraiment mais ultra transformés qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Et là, c'est quand même dommage parce que du coup, vous enlevez quelque chose qui est pas forcément super bon pour vous en fonction de votre situation, mais finalement, vous rajoutez des choses qui sont presque pires. Donc, il faut vraiment
vraiment, voilà, il faut vraiment garder un peu son jugement et ne pas faire n'importe quoi, mais même en évitant l'ultra transformé, je me rends compte qu'effectivement c'est assez facile de trouver du pain sans gluten. En tout cas, moi j'habite à Bordeaux, donc à Bordeaux il y en a quand même pas mal. En général c'est le cas dans les grandes villes, c'est peut-être plus compliqué quand on est en pleine campagne, ça je veux bien le croire, mais voilà, il existe quand même du pain sans gluten, des pâtes sans gluten, on peut assez facilement remplacer les choses. Et puis surtout, l'idée c'est aussi de changer un peu sa façon de faire en fait. Et moi honnêtement, me passer de choses classiques à base de gluten aux occasions spéciales, par exemple si je sais pas, je suis invitée chez quelqu'un ou si je me retrouve dans un événement où il y a des choses effectivement qui contiennent du gluten, ben, c'est ok pour moi de m'en passer en fait, parce que je sais pourquoi je le fais, je sens les bénéfices et je sais que potentiellement les choses qu'il y a avec du gluten qui sont présentées à manger, c'est pas des choses dont j'ai vitalement besoin. Par exemple, je sais pas, de la brioche, de la baguette blanche, des trucs comme ça, même des crêpes, vous voyez. Tout ça, je me dis, en vrai, c'est ok pour moi de pas en manger, parce que déjà, je sais que je peux me faire l'équivalent sans gluten, délicieux, genre des crêpes sans gluten, il en existe, plein de recettes hyper bonnes, hyper faciles. Donc je sais que je peux me faire plaisir différemment, tout en faisant aussi du bien à mon corps. Donc vraiment, pour moi, ça a été assez facile dans le sens où je sais pourquoi je le fais. Et très honnêtement, si j'avais pas eu ce diagnostic d'endométriose, je ne sais pas si j'aurais arrêté le gluten. Pour moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une raison précise et un pourquoi en fait. Parce que j'avoue que sinon, je pense que j'aurais pas forcément arrêté. Mais finalement, je remercie ce diagnostic de m'avoir poussé à arrêter le gluten. Parce que moi, ça fait du coup maintenant un peu plus de 3-4 mois là que j'ai arrêté le gluten. Bon alors peut-être qu'aussi il y a le côté c'est facile parce que c'est le début, hein, on verra à la longue, hein, peut-être que dans 6 mois je vais vous dire en fait j'en peux plus, j'ai juste envie de manger une baguette blanche. Je ne pense pas, mais on sait jamais. Mais vraiment je me sens tellement mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai beaucoup moins de variations d'humeur, ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué, où je pouvais parfois avoir effectivement des grosses variations d'humeur sans trop comprendre pourquoi. Je me dis oh bah je sais pas, ça doit être hormonal. Ben non, il semblerait qu'en fait c'était simplement dû au gluten qui devait, j'imagine, créer de l'inflammation dans l'intestin, donc impacter aussi mon microbiote, mes neurotransmetteurs, etc. J'ai aussi beaucoup moins de brouillard mental. Avant, j'avais vraiment parfois des périodes où j'étais fatiguée, la tête dans le brouillard, je comprenais pas, j'arrivais pas à me concentrer, c'était compliqué. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mal dormi, qu'est-ce qui m'arrive ? Bon bah ça m'arrive beaucoup moins. Et honnêtement, je me demande pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Vraiment, Et je sais qu'il a vraiment fallu que j'y sois obligée, sinon encore une fois je pense pas que je l'aurais fait, mais je suis 100% contente de le faire. On verra à l'avenir, est-ce que je vais rester 100% sans gluten, est-ce que je vais le réintroduire un petit peu, bon je sais pas encore. J'attends de voir, je pense que je vais faire un peu des tests et peut-être en remanger un petit peu à des occasions où vraiment là j'en ai envie et je sais que ce que je mange ça vaut vraiment le coup. Et puis on verra comment ça se passe, je saurais pas dire pour l'instant, mais en tout cas vraiment personnellement je suis hyper contente de l'avoir fait et j'en ressens vraiment le bénéfice. Encore une fois, ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, hein. Je vous renvoie à l'épisode précédent, idées reçues numéro 14, par rapport à est-ce que tout le monde doit arrêter le gluten ou pas. Mais voilà, moi je vous partage mon expérience, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça. Et je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui avaient arrêté le gluten et qui en avaient tiré des bénéfices complètement inattendus auxquels elles s'attendaient pas. Mais il y a aussi des personnes chez qui ça change pas forcément les choses. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, il faut absolument faire du cas par cas. Il n'y a pas une seule vérité pour tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère qu'il vous aura peut-être inspiré ou donné un peu plus de détails sur à quoi ça ressemble une journée dans mon assiette sans gluten et végétarienne. Si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je serai toujours ravie de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager si vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui il pourrait être bénéfique. Et puis surtout à me laisser un avis et une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de grandir le plus et d'être diffusé au plus grand nombre. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Et je vois passer régulièrement vos petits avis et ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Vraiment, sachez qu'évidemment je les lis tous et vraiment à chaque fois ça me fait une petite vague de paillettes dans le cœur. Donc encore merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.